Bonjour et bienvenue à ce nouveau cours, le deuxième sur l'intégration. Alors le premier cours était très riche, donc commençons sans plus tarder avec un petit rappel de la dernière chose que nous avions vue ensemble. Je vous rappelle, donc on avait vu la définition, je vous la rappelle très rapidement. Si f, toujours c'était l'hypothèse qu'on avait fait, est continue et positive, alors je peux définir une fonction qu'on appelle la fonction intégrale qui se définit comme l'intégrale entre un certain réel a et x de f de t 1 dt. Je dois changer le nom de la variable parce que x elle est déjà utilisée ici. Du coup, la fonction, la variable par rapport à laquelle j'intègre, elle doit être une autre. Donc ici, voilà, vous voyez, j'ai mis t et du coup là aussi j'ai mis t parce que le dt, ça sert seulement à me rappeler donc quelle est la variable par rapport à laquelle j'intègre. D'accord? C'est juste la fonction du dt. OK? Et bien sûr, tout cela a lieu dans un intervalle de la forme AB. De la forme AB. OK? Voilà. Ça, c'était la fonction intégrale. Elle m'intéresse énormément. Vous allez le voir tout de suite. C'est celle-là, du coup. Hein. Je tiens vraiment à ce que ce soit très clair dans votre tête que ça, c'est la fonction qui va tout changer. C'est la fonction qui va nous permettre de savoir quel est l'air en dessous de n'importe quelle courbe. D'accord? On a compris que les intégrales, ce sont des calculs d'air. Juste, c'est des calculs d'air très compliqués. D'accord? Parce que c'est l'air sous n'importe quelle fonction. Or, les fonctions, elles peuvent avoir des formes bien diverses et variées. Donc, je vous donne maintenant le théorème que je trouve peut-être le plus beau de l'année. C'est le théorème suivant. Je vous invite à en prendre note. Alors, préparez-vous, du coup, hein, ça arrive. Alors, toujours les mêmes hypothèses. Je vais considérer soit f, toujours, une fonction continue, très important, et positive. Sur toujours notre joli intervalle de la forme AB, avec A et B deux réels, bien sûr, je n'ai pas besoin de le rappeler. Alors, la fonction, alors du coup ici je vais l'appeler grand F de x, et c'est celle que je viens de vous rappeler, hein, l'intégrale du coup entre A et x de f de t en dt. Eh bien, cette fonction, elle est dérivable sur l'intervalle AB et de plus, attention à ça, la dérivée de f, de grand F, donc la dérivée de grand F, la dérivée de la fonction intégrale, elle est égale à la fonction intégrande, donc à la fonction petit f. Cette relation-là, magique, vous dit que si vous dérivez la fonction intégrale grand f de x, la fonction définie avec l'intégrale, si vous la dérivez, eh bien, vous trouvez comme résultat la fonction intégrande, donc la fonction petit f. Alors, ce résultat qui peut paraître magique parce qu'il relie. Alors, je vous rappelle, hein, nous, on a défini l'intégrale comme l'air en dessous d'une courbe. D'accord? C'est ça l'intégrale, hein, c'est une aire, un calcul d'air. Eh bien, si on dérive l'air sous la courbe, on trouve la dérivée. Donc, si on la dérive, on trouve que la dérivée de cette intégrale, eh bien, c'est la fonction que je suis en train d'intégrer. Alors, cette relation magique, ben, je vais justement vous la démontrer maintenant, parce que je ne vous demande pas de me croire. Donc, la plupart de cette vidéo sera cette preuve. Vous méritez de la savoir, de la connaître, parce que c'est une preuve fascinante, je trouve, et même très, très, très instructive, puisqu'elle va nous rappeler notamment quelle est la définition de dérivabilité. Elle va nous ouvrir plein de nouvelles portes,
que j'explorerai dans le prochain cours. Donc, je pense que je vais consacrer quand même beaucoup du cours d'aujourd'hui seulement à cette preuve. D'accord? Je vous demande de bien vouloir en prendre note. Ok. Alors déjà, pour la preuve, on va faire une petite hypothèse supplémentaire, mais en fait, c'est une hypothèse dont on pourra se débarrasser par la suite. Donc, ça ne me coûte rien de supposer la chose suivante. On va prendre une fonction f croissante. Pour être précis, encore une fois, ce n'est pas une hypothèse nécessaire pour la preuve de ce théorème, mais voilà, je la prends parce que ça va m'arranger au niveau de la simplicité de ma preuve. D'accord? Alors, grand f de x, vous savez déjà ce que c'est. D'accord? Donc, je ne vais pas perdre de temps. Et je vais donc tout de suite aborder la problématique de la dérivation. OK? Alors, du coup, qu'est-ce que ça veut dire que grand f est dérivable? Alors, dire que grand f est dérivable signifie qu'il existe la limite, vous vous rappelez, du taux d'accroissement. Hein? Donc, la limite du taux d'accroissement. Alors, je vous rappelle du coup qu'est-ce que c'était le taux d'accroissement. Donc, la limite du taux d'accroissement. Donc, j'ai intérêt à écrire le taux d'accroissement. D'accord? Donc, le taux d'accroissement de grand F, c'est quoi? Eh bien, je vous rappelle juste en général, hein, petite parenthèse, du coup, je vous la fais en rouge. C'est cette limite-là. Hein. Alors, on dit que la fonction petit f est dérivable en x0 si la limite, si la limite pour h qui tend vers 0 de f de x0 plus h moins f de x0 divisé par h, vous vous rappelez, c'est ça le taux d'accroissement. Donc on dit que la fonction f est dérivable si cette limite existe, d'accord? Et on appelle le résultat de cette limite la dérivée de f calculée en x0. Okay? Donc en particulier, le taux d'accroissement, eh bien, c'est juste ce rapport-là. Okay? Ça, c'est le taux d'accroissement. Donc, je vais l'écrire pour la fonction grand f. Alors, si je fais cela, je trouve grand f de x0 plus h moins grand f de x0 divisé par h. D'accord? Ça, c'est dans mon cas que je suis en train d'étudier maintenant. OK? Alors, ça, c'est pour prouver que la fonction f elle est dérivable dans un point x0, n'importe lequel. Alors, ici, on est en train de prouver cela pour la fonction grand f qui, on le sait, est définie sur AB. Du coup, je vais prendre un petit x appartenant à AB. Je vais donc prouver que f est dérivable pour x appartenant à AB. Et du coup, à la place de l'appeler x0, je me rends cohérent avec mes notations. Et du coup, je vais l'appeler juste x. Donc, ça, c'est le taux d'accroissement pour grand f. D'accord? Calculé en x, parce que c'est x qui m'intéresse. D'accord? OK. Maintenant, imaginons de prendre, donc, je vais faire un petit cas. Hein, imaginons que, vous savez, h c'est une valeur réelle. Donc, prenons le cas où h est supérieur à 0 strictement. OK? Vous allez bientôt comprendre pourquoi je dois distinguer le cas. C'est juste pour une simple question géométrique. OK? Qu'est-ce que ça veut dire que h est supérieur à 0? Eh bien, je sais que mon rapport, donc les rapports que j'ai ici, le taux d'accroissement, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que si je me fais du coup une petite représentation graphique, je suis dans le cas d'avoir une fonction qui est du coup positive, continue et croissante, donc elle va rassembler un truc comme ça. Okay? J'ai fixé A et B, je vais me les mettre comme ça, A et B. Okay? Donc je vais toujours travailler là-dedans. OK. Et du coup, je prends une valeur x à peu près au milieu, disons là.
D'accord? Et du coup, si h est positif, pardon, la valeur x plus h, elle va se trouver juste là en fait. D'accord? X, auquel j'ai rajouté quelque chose de forcément positif, c'est moi qui l'ai dit qu'elle était positive, c'était mon hypothèse, donc ça c'est x plus h, et en particulier la distance entre x et x plus h, ce sera égal à h. D'accord? Je pense que c'est pas trop difficile à comprendre. Si je considère la distance entre x et x plus h, du coup cette distance c'est égal à h. Ok? Bon. Et maintenant, quelle est la signification de grand F de x plus h? Alors, grand F de x plus h, du coup, c'est l'intégrale suivante. Alors, c'est l'intégrale, je vous rappelle, grand F de x plus h. Excusez-moi, laissez-moi juste changer les couleurs. Ici, les couleurs vont être assez importantes tout de même. Je vais donc me le écrire en bleu. Alors, grand F de x plus h, par définition, c'est l'intégrale entre a et x plus h de la fonction f de t en dt. Et je sais que du coup, cela, ça correspond à l'aire suivante. C'est l'aire que je suis en train d'assurer à ces moments même. Donc, c'est l'aire entre l'abscisse a et l'abscisse x plus h, bornée par les deux droites x égale x plus h, donc la droite verticale qui passe par x plus h, la droite verticale qui passe par a, et l'axe des abscisses, bien sûr. Donc ça, c'est grand F de x plus h. Alors je vous le marque juste ici parce que je veux que ce soit clair. Ça, c'est vraiment la valeur de cette aire-là. Ce n'est rien d'autre que ça. Ok. Maintenant, qu'est-ce que c'est du coup grand F de x? Alors, grand F de x, c'est quoi? Grand F de x, c'est ça. C'est la même chose, sauf que j'intègre entre a et x maintenant. Donc, en fait, c'est comme si j'avais la même aire, sauf que je m'arrête avant. En fait, je m'arrête ici. D'accord? Et donc, grand F de x, c'est juste la partie rouge que je suis en train d'assurer à ces moments-là. D'accord? Alors, du coup, au numérateur, qu'est-ce que je suis en train de calculer? Je suis en train de soustraire à l'aire bleue l'aire rouge. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Eh bien, tout ce qui reste, si j'effectue cette soustraction, je pense que cela ne vous surprendra pas. Eh bien, si je découpe la partie rouge de la partie bleue, tout ce qui me reste, c'est la partie verte. D'accord? Donc, cette partie verte que je suis en train de assurer là pendant que je parle, ça c'est le numérateur de mon taux d'accroissement, c'est-à-dire tout ça. Cette quantité-là, c'est la partie assurée en vert. Ok? C'est celle-là. Ok? Donc c'est ça en fait que je suis en train de faire. Le taux d'accroissement, du coup, ça c'est son numérateur, bien sûr, et après je le divise par h. Voilà. Ok, très bien, ça c'est plutôt intéressant. Et du coup, maintenant, je vous demande de bien vouloir considérer deux rectangles. Oui, ça, vous savez, les rectangles, cette figure géométrique qu'on étudie à l'école élémentaire. Voilà. Regardez les deux rectangles que j'ai choisis à présent. Alors, petite remarque à la couleur noire. Alors, nous savons que, ne l'oublions pas, dans notre graphique, la fonction en noir, c'est la fonction f, donc c'est la courbe représentative de la fonction f. Et je sais que du coup, si ça c'est la valeur x, excusez-moi, je vais passer droit, voilà. Si j'appelle ça x, la valeur, excusez-moi, j'ai l'axe qui est parti, voilà. La valeur que je trouve sous l'axe désordonné, donc la valeur que je trouve ici, ce sera bien sûr f de x. D'accord? Avec x couleur bleu clair, comme ça je suis cohérent. D'accord? Donc ce point-là, il a comme coordonnée xf de x, c'est logique, c'est normal. Et de la même façon, cet autre point-là, il aura comme coordonnée x plus h, et ça ce sera f de x
plus h. Ok? Voilà. Bon. Et on a dit, je vous le rappelle, que la distance entre x et x plus h, c'est h. Ok, ça aussi c'est logique. Mais alors, laissez-moi juste vous dire que l'aire verte, elle est sûrement plus grande que l'aire du rectangle que je vais vous assurer maintenant. Mais j'ai de assurer ce rectangle-là, d'accord? Le rectangle que je suis en train de faire là. Ok? Je ne vais pas assurer son aire, sinon je vais mélanger trop de couleurs. Ok? Du coup, ce rectangle-là, hein, le rectangle bordeaux, c'est quel rectangle en fait? Bah, c'est le rectangle que je peux, dont je connais en fait la base et la hauteur. Hein. Je sais que le rectangle bordeaux, celui-là, le petit là, lui c'est quoi? Eh bien, il a comme R bah, la base h fois la hauteur. Donc c'est bah, f de x. Je pense que vous êtes d'accord. Ok? Vous le voyez, la hauteur, cette hauteur-là en fait, hein, celle-là, c'est bien f de x. Je le lis sur l'ordonnée de mon point. Ok? Et ça ne vous surprendra pas quand je vous dis que ça, c'est inférieur ou égal à l'aire verte. Parce que l'aire verte, c'est quoi? Bah, c'est un peu plus grande que ça. Vous voyez, c'est l'aire que j'avais assuré auparavant, c'est l'aire qui est faite comme ça. Alors, cette aire-là, c'est, et ça on l'a dit juste il y a quelques secondes, ça c'est quoi? C'est grand F de x plus h moins grand F de x. Ok? On l'a dit auparavant, donc cela ne devrait pas vous surprendre. Et maintenant, je vais mettre encore un inférieur ou égal et la majorer avec un autre rectangle, lequel, alors je me munis d'une troisième couleur, je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de couleurs, et je vais prendre ce gros rectangle-là maintenant. D'accord? Il est plus grand que l'aire que j'ai considéré en vert, et donc ce triangle orange que je me remets là, juste pour vous montrer du coup le sens, la logique hein, des trois inégalités, hein, eh bien, c'est quoi lui? C'est un autre gros rectangle, mais il a comme base toujours h. Et quelle est son hauteur? Donc, je vais encore une fois lire la valeur de l'ordonnée. Bah, cette fois-ci, l'ordonnée, c'est f de x plus h. D'accord? Vous le lisez là, juste là. F de x plus h. D'accord? Donc, c'est ça la valeur de l'ordonnée. Donc, c'est la base fois la hauteur. Hein, donc, par logique, j'écris h fois f de x plus h. Ah, voilà. Alors maintenant que vous avez, j'espère, compris cette construction purement géométrique, oui, je sais, revenons à l'algèbre. Et donc j'écris que h f de x, je l'aurais écrit, hein, pareil, je ne change rien, inférieur ou égal que f de x plus h moins grand f de x, inférieur ou égal à h fois f de x plus h. Voilà, tranquille. Et maintenant, comme ce sont deux inéquations, je sais que je peux diviser tout par la même valeur. Et comme c'est une valeur positive, ça ne va pas changer le sens des inégalités. Et je peux diviser par h. Donc ici, le passage que je fais, hein, c'est juste, pour que ce soit clair, hein, je divise par h. OK? Et donc, je trouve que f de x est inférieur ou égal à grand f de x plus h moins grand f de x, le tout divisé par h, inférieur ou égal à f de x plus h. Et c'est à ce moment-là que quelqu'un devrait me dire, mais messieurs, ça me fait penser à quelque chose, ça me fait penser à... Oui, exactement, je pense que vous voyez où je suis en train d'aller. C'est bien sûr le théorème des gendarmes. D'accord? Et donc ici, le théorème des gendarmes, qui en fait s'appelle comme ça, pas de façon très officielle, mais c'est plutôt, on devrait dire plutôt le théorème de l'encadrement. Donc, encadrement plutôt que gendarme. Hein. J'exploite du coup l'encadrement. Et qu'est-ce que je dois dire? Eh bien, du coup, je sais que ce théorème me disait que si je connais la limite du terme qui se trouve ici à gauche,
et du terme qui se trouve ici à droite, alors je peux, et que ces deux limites sont la même, alors je peux connaître la limite du centre. Eh bien, bah, je sais que si je fais la limite pour h qui tend vers 0 de f de x, bah, vous voyez que dans f de x, il n'y a pas de h. Donc ça, c'est égal à f de x. OK? OK. De l'autre côté, qu'est-ce que j'ai? J'ai la limite pour h qui tend à 0 de f de x plus h. Mais pour le théorème de composition des limites, je sais que ça, du coup, ça c'est égal à la limite, excusez-moi, à f de x plus 0, donc juste f de x. Donc vous voyez que les deux, de toute façon le mot gendarme, les deux termes à gauche et à droite dans cet encadrement, ils tendent vers f de x. Mais alors, j'en déduis que bah, la limite pour h qui tend vers 0 de grand F de x plus h moins grand F de x divisé par h, c'est bien égal à petit f de x. D'accord? Grâce au théorème de l'encadrement, autrement dit le théorème des gendarmes. Ok? Donc ici, l'expression au milieu, elle doit avoir comme limite la même limite que l'expression à gauche et l'expression à droite. Et donc je trouve que ça me fait exactement f de x. Et ça a quelle signification? Parce que là, j'ai écrit plein de choses, mais ça, c'était exactement ce que je m'étais proposé de démontrer au tout départ. D'accord? Parce que, qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai calculé la limite du taux d'accroissement, et j'ai trouvé que, du coup, la dérivée de grand F est égale à petit f. Oui, parce que, qu'est-ce que c'est, du coup, l'expression à gauche? Bah, ça c'est quoi? Bah, ça, c'est l'expression de la, par définition, hein, ça c'est la dérivée de grand F calculée en x. Donc f' de x est bien égal à petit f de x. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de super puissant parce que nous venons de voir comment le calcul dans R est lié à une dérivée. Alors, je vous avoue, quand j'ai découvert ça, quand on m'a expliqué ça, je ne l'ai pas découvert bien sûr, quand on m'a expliqué ça la première fois, j'étais complètement bouleversé, j'étais choqué, parce que jamais j'aurais pu penser qu'une dérivée qui, en général, vous le savez, a le sens géométrique, c'est la pente de la courbe tangente. Donc, a priori, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'air, et bien pourtant, s'il y a un légame avec l'air sous la courbe de la même fonction. D'accord? Alors, techniquement, mon théorème, bah, il n'est pas terminé, hein, parce que j'ai fait seulement le cas h supérieur à 0. Mais si vous voulez, vous pouvez faire, bien sûr, le cas h inférieur à 0. D'accord? Il suffit juste de prendre l'espace et le temps de le faire. Car si je prends le cas h inférieur à 0, tout se répète exactement de la même façon. Vous savez, h, c'est juste un nombre réel. Hein, donc, moi, je peux, bien sûr, me mettre à étudier ce cas-là. Alors, juste, mon dessin, il sera un peu différent maintenant. Mais il donne ça. D'accord? La fonction elle est faite comme ça. Voilà. Nous avons ici toujours A et B. Je vais un peu plus vite parce que j'ai déjà pris beaucoup de temps pour faire cette explication. Je prends X et je sais que cette fois-ci, H est négatif. Donc quand je fais X plus H, en fait, c'est comme si j'enlève une quantité positive. D'accord? Donc X moins du coup, quantité positive, x plus h, je sais que c'est un peu bizarre de dire que x plus quelque chose, ça fait quelque chose qui se trouve à gauche, mais c'est pourtant le cas parce que x plus h, du coup, cette fois-ci, il est à gauche parce qu'en fait, le h, il est négatif, donc j'enlève vraiment quelque chose. Voilà. Ok, donc maintenant, je me refais mon dessin, hein, ne l'oublions pas. Cette fois-ci, du coup,
qu'est-ce que je suis en train de considérer? Alors, je suis en train de, toujours avec grand F de x plus h, hein, c'est toujours l'intégrale jusque à x plus h, d'accord? De petit f de t en dt, hein, c'est toujours ça. Donc, on peut écrire grand f de x plus h égale à ça, donc c'est sa définition, ne l'oublions pas. Très bien, je vais juste l'encadrer rapidement. Voilà, et nous on a compris déjà que ça, bah, du coup comme je l'ai fait, comme je l'ai encadré en jaune, laissez-moi juste donc vous le mettre en évidence en jaune, et bien en jaune, et donc cette fois-ci c'est cette partie-là. D'accord? Ok. Et de l'autre côté, nous le savons déjà, je disais, nous savons que grand f de x, c'est bien égal, lui, à l'intégrale entre a et x de f de t en dt. Voilà. Alors du coup, lui, je vais me le faire en rouge. J'espère être encore plus clair qu'avant. Alors du coup, cette fois-ci, comme comme h est négatif, du coup, quand je fais grand f de x, bah, du coup, c'est plus d'air, parce qu'il s'agit de toute l'air qui se trouve ici. D'accord? Alors, comme l'air, c'est toujours quelque chose de positif, ça n'aurait pas trop de sens de retirer la partie jaune de la partie rouge. Vous voyez bien ce que je veux dire. La seule chose qui a sens de faire ici, c'est plutôt de faire l'inverse, donc de considérer la quantité grand F de x auquel je soustrais grand F de x plus h. Ne vous inquiétez pas, même si ce n'est pas exactement ça le taux d'accroissement, vous allez voir qu'on va le retrouver. Ne vous inquiétez pas, faites-moi confiance pour le moment. Donc la quantité f de x moins f de grand F de x plus h, eh bien, c'est juste la quantité verte que je vais vous mettre en évidence à l'instant. C'est-à-dire, ce qui reste, c'est juste ça. D'accord? Je vais juste le repasser un peu plus clairement. Il s'agit de toujours cette même portion-là. Ça, c'est du coup le rouge moins le jaune. D'accord? Ce qui reste, c'est la portion verte. Très bien. Et là, on va procéder exactement de la même façon qu'avant. Donc, je vais dire que ça, c'est la hauteur petit f de x plus h. Je veux dire que cette hauteur-là, cette fois-ci, du coup, c'est la hauteur f de x. Je veux dire, bien sûr, que la base ici, la distance entre x plus h et x, c'est encore égal à h, même si bien sûr, ce n'est pas exactement h, hein, c'est moins h. Parce que si je veux faire la distance entre les deux, bah, du coup, c'est x moins x plus h. Donc, tout ce que j'obtiens, c'est moins h. Et c'est logique parce que je sais que h est négatif. Donc, moins h, il est positif. Alors, donc, ça veut dire que si je me mets à écrire mon encadrement, alors encore une fois, ça, c'est l'air de f de x, grand f de x moins grand f de x plus h. Ok, très bien. Et nous, on sait que du coup, ça, c'est inférieur ou égal de l'autre côté, supérieur ou égal du coup. Donc, c'est inférieur ou égal à quoi? C'est quoi qui est plus petit cette fois-ci? Eh bien, c'est l'air bordeaux, toujours. Hein. J'essaie d'être cohérent au moins avec ces couleurs-là. Donc, c'est l'air de ce petit rectangle. Et donc, je vais écrire que ça, c'est égal à moins h, la base, moins h fois, eh bien, non pas f de x comme tout à l'heure, mais cette fois-ci, ce sera plutôt f de x plus h. Bien sûr, parce que ici, f de x plus h, c'est plus petit. Vous le voyez, il est là. D'accord? Et ensuite, de l'autre côté, je vais mettre la même chose, donc moins h, je pense que vous l'avez compris, fois, cette fois-ci, f de x. Et donc, juste pour rester dans les couleurs, je compare toujours ce rectangle aux deux autres. Donc, disons, c'est pas un rectangle, l'aire verte, mais du coup, je compare le rectangle bordeaux à l'aire verte, au rectangle orange. Donc, laissez-moi juste vous le retracer. Ça, c'est le petit rectangle bordeaux. Il n'est pas très droit.
je dirais plutôt comme ça, le petit rectangle, et ici j'ai le grand rectangle orange. Vous voyez, c'est la même comparaison que la dernière fois. Ok, ah bah du coup, ici, encore une fois, je suis presque prêt à effectuer, à appliquer mon théorème des gendarmes, sauf que du coup je dois retrouver, comme c'est nécessaire que je le retrouve quand même, le taux d'accroissement. Et donc ici, bah, le secret, c'est qu'à la place simplement de diviser par h, bah, je divise par moins h. Donc si je fais ce passage, donc je vous le marque ici, en bleu clair, si je multiplie fois donc 1 divisé par moins h, ce qui correspond à diviser par moins h, hein, bien sûr, je trouve donc f de x plus h, ici parce que moins h a disparu, ici je trouve grand f de x moins grand f de x plus h divisé par moins h, et ici je trouve du coup f de x. Alors, comme j'ai multiplié du coup fois moins h, attention à ça, moins h, il a quel signe? Alors, moi je sais que h est négatif, donc moins h, il est bel et bien positif. Donc je ne change pas le sens de l'inégalité. Attention. Cependant, ce n'est pas grave, parce que la vraie simplification que j'attendais, ce n'était pas pour les deux fonctions encadrantes, mais c'est ici au milieu. Parce que du coup, ce que je peux faire, c'est que, vous voyez, le signe moins qui est là, je peux le porter au numérateur. D'accord? Tout simplement parce que, vous le savez, hein, n'importe quelle fraction, vous savez, 1 divisé par moins 2 est bien égal à moins 1 divisé par 2. Hein. Ça fait dans les deux cas moins 1 demi. D'accord? Donc ici, je vais porter, c'est une petite parenthèse, donc je vais porter le moins au numérateur et ça me donne, du coup, moins grand f de x moins grand f de x plus h divisé par h. Et si je réécris ça, ça devient f de x plus h inférieur ou égal à grand f de x plus h moins grand f de x, le tout divisé par h. Et donc vous voyez qu'on retombe sur nos pattes, c'est-à-dire sur la même expression que j'ai déjà étudiée dans le cas précédent. Et donc, au passage à la limite, je vais trouver toujours la même chose. Donc vous voyez, le cas h négatif, il se résout exactement de la même façon que auparavant. D'accord? Donc ici, je viens de terminer ma preuve du théorème. D'accord? J'ai fait deux cas, le cas h positif et le cas h négatif. Je pense que vous pouvez tout simplement retenir un des deux. De toute façon, ils sont bien symétriques. Donc, je tiens juste à le mettre encore plus clairement comme quelque chose de très important. Je vais le mettre en rouge. Donc, remarque. Ok. Donc maintenant, je sais, j'ai appris quelque chose de très important, que la dérivée donc de l'intégrale entre a et x de n'importe quelle fonction, donc f de t à 1 dt, je préfère l'écrire comme ça juste parce que pour que je veux que ce soit clair, eh bien si je dérive ça, ce que je vais trouver comme résultat, c'est f de x. D'accord? Ça, c'est le résumé. Si je veux résumer cette propriété, je la résumerai plutôt comme ça, sans me servir de la notation grand F, parce que j'aimerais vraiment que vous compreniez que, en fait, l'idée, c'est que dériver, ça fait comme disparaître le signe d'intégration. Vous voyez, ici, moi, j'ai ma petite dérivée. Ici, j'ai mon joli signe d'intégrale, avec le dt, bien sûr. Eh bien, si je dérive, c'est comme un peu si je faisais disparaître, vous voyez, mon signe d'intégrale qui avant était là avec son petit a et son petit x. Ici, il y avait un petit 2. Eh bien, je l'ai fait tout simplement disparaître. D'accord? Voilà, cette remarque, ça termine le cours d'aujourd'hui. C'était un cours avec, en fait, il y avait plutôt une grande preuve qu'un vrai cours. Demain, on va continuer les cours et voir à quoi cela va nous servir, cette propriété que je viens de vous introduire et que je viens d'encadrer en jaune. Vous allez voir que grâce à cette propriété clé qui nous dit que en fait la dérivée et l'intégrale sont
deux côtés de la même pièce, ce sont deux opérations qui sont, on dirait un peu l'une la réciproque de l'autre. Eh bien, grâce à cette propriété que je viens de démontrer, on pourra faire des grandes choses. On pourra notamment calculer n'importe quel type d'air en dessous de n'importe quel type de courbe. Voilà, je vous laisse sur cette promesse. N'oubliez pas d'aller voir les exercices que j'ai postés en ligne pour vous entraîner sur ce chapitre, c'est très important. Et je vous souhaite une très bonne après-midi.